Donc l'Union européenne ne finance pas les services publics. Mais comme on passe, les médias et puis Macron n'arrête pas de nous dire que le problème c'est les sous, qu'on n'est pas assez riche pour se permettre en fait d'avoir des services publics, vous êtes nombreux à avoir évoqué la question du financement. Où est-ce qu'on trouve les sous Et c'est effectivement une question, mais je pense que cette question a été introduite parce qu'une autre question avait été introduite avant et qui a été très bien évoquée là dans les doutes, la mainmise de la finance sur les services publics qui ont été détruits à dessein. En fait, on vous explique que les services publics fonctionnent mal, fonctionnent moins bien que le privé, donc on n'injecte pas de sous dans les services publics, on les laisse mourir à dessein. C'est pas qu'on n'a pas les sous, c'est que les sous on les met pas dans les services publics, pour après vous dire, vous voyez, dans l'hôpital public, il n'y a pas assez d'infirmières, etc. Ça fonctionne mal, vous attendez longtemps aux urgences. Vous voyez bien, quand vous allez à la clinique, c'est mieux parce que vous êtes soigné plus rapidement. Bon, vous êtes d'accord qu'il faut privatiser, voilà. Et une fois qu'on vous a expliqué que le privé, comme vous l'avez dit, le privé, c'est mieux que le public, vous êtes prêts pour qu'on coupe les financements, pour le coup, au public et qu'on passe au privé. Voilà. Changer les traités, effectivement, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, c'est vraiment c'est l'essentiel. Et puis juste un petit point sur les fonctionnaires, parce qu'ils sont revenus évidemment dans les services publics à plusieurs reprises. Combattre l'idée que les fonctionnaires seraient des fainéants, que les fonctionnaires ne seraient pas assez combatifs. Et puis, il faut surveiller les fonctionnaires parce qu'il y en a certains quand même qui font beaucoup de tort à l'ensemble des fonctionnaires en faisant n'importe quoi et en n'étant pas sanctionnés. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le service public, il y a des sanctions qui sont prévues. Il y a des sanctions. Donc, qui est fautif si les sanctions ne sont pas appliquées? Est-ce que c'est le gars qui tire au flanc ou est-ce que c'est la hiérarchie qui ne fait pas son job en imposant une sanction au type qu'il mérite? Moi, je crois que c'est la hiérarchie, mais rassurez-vous, il y a des sanctions qui vont jusqu'à l'exclusion définitive, la radiation de la fonction publique. Il y a toute une série de sanctions, ça commence par l'avertissement, le blab, et ça va jusqu'à la radiation. Donc il suffirait juste, en fait, que les chefs, là comme ailleurs, fassent un peu leur job, quoi. Voilà. Et puis je reparlerai des services publics tout à l'heure, après avoir laissé la parole à... D'abord, Bernard. Bravo. Oui. Non, mais bravo, merci à vous. Bien. Donc évidemment, il y a un élément fondamental aujourd'hui qui, en Europe, crée une vraie problématique sur ce que doivent être les services publics, c'est d'ores et déjà la définition des services publics. Et dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne qui nous a été imposé, puisqu'en 2005, les Français ont dit non, au traité de Rome II et qui est revenu traité de fonctionnement de l'Union européenne, dit traité de Lisbonne, par voie parlementaire, sans plus s'occuper de la réalité de la demande populaire, il est écrit que le mot service public n'existe plus. Le mot service public, ce sont des entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général, sont soumises aux règles des traités, notamment celles de la concurrence. Ce qui veut dire que nous, dans le combat que nous voulons mener, et notamment, il y a 2 combats parmi les 12 qui pourraient être cités et qui font écho au service public. Il y a le premier qui est « Mettons la souveraineté du peuple au cœur de l'Europe », parce que là on parle bien des décisions françaises et de la manière dont le peuple a le droit de se saisir des sujets politiques et de les imposer à ceux qui le représentent. Et ensuite, il y a le combat sur les services publics, le combat numéro 3, « Retrouvons la liberté d'organiser nos services publics et nos biens communs ». Ça part donc, dans un premier temps, pour que la France, qui est un pays fondateur de cette Union européenne, trouve toute sa place pour réindiquer ce qu'est un service public. Quel est son rôle, en quoi il joue dans l'unité nationale, en quoi il joue aussi dans la capacité qu'on a à créer du développement, parce qu'il n'y a pas simplement le fait du social, il y a aussi le fait du développement. Le service public en France, historiquement, depuis la Seconde Guerre mondiale, est à l'origine des grands développements qui ont eu lieu dans ce pays. On peut parler du ferroviaire, parce que évidemment, je sais que j'ai des copains cheminots qui sont ici, et moi-même étant cheminot, l'émergence et le développement du TGV, ce n'est pas le fait d'entreprises privées qui se sont saisies de cette situation.
c'est le fait que la commande publique a décidé à un moment donné d'investir l'argent de la nation pour avoir un jour un train qui soit capable d'aller à une vitesse très élevée, de manière à rapprocher les territoires. Et en même temps, la question a été posée à un moment précis où il y avait la première crise pétrolière en 1974 et où finalement l'électrification s'est avérée être la meilleure solution, puisque d'ores et déjà on rencontrait les premières problématiques avec les échanges, notamment au prix du baril et au dollar, avec la France. Donc il fallait qu'on trouve une alternative, puisque par exemple le premier TGV qui était décidé, c'était des turbines d'hélicoptères, donc des turbines d'hélicoptères qui devaient tourner au kérosène. Et puis finalement, cette crise pétrolière a permis qu'il y ait un changement radical d'optique et d'aller sur carrément autre chose, c'est-à-dire l'électrification. Mais quand on se dit ça, il faut essayer d'imaginer aujourd'hui une entreprise privée qui se retrouverait à avoir développé un produit pendant 25 ou 30 ans, et puis se dire que tout le développement qu'elle a mis en place, elle devrait le remettre en question au motif qu'au niveau international, il y a des soubresauts sur le plan économique sur une énergie, et notamment une énergie fossile. Je pense qu'ils ne le feraient jamais parce que leur modèle économique tomberait par terre. Or, lorsqu'il s'agit d'un pays qui prend sous son aile la décision de développer pour la population, dans l'intérêt de la population, ça fonctionne. Ce sujet du TGV en est un. On pourrait après développer évidemment sur l'ensemble des sujets et particulièrement du médical. Mais quoi qu'il en soit, le service public, c'est aussi cela. C'est le lien, ce qui fait le liant, et c'est aussi ce qui nous permet d'avoir un vrai développement. Et donc, comme vous avez pu le signifier et que l'a relevé Prune, il y a évidemment aujourd'hui une forte tentation de remettre en question ce principe fondamental, parce que le service public, c'est beaucoup d'argent. C'est énormément d'argent. Parce que toute cette machine-là, il faut la faire fonctionner. Et donc, qui intéresse l'argent? Qui s'intéresse à l'argent? En tout cas, les grands lobbies. Lorsqu'un lobby se porte sur un sujet de service public, qu'est-ce qu'il regarde en premier? C'est la rente qu'il peut en retirer. Nous avons un exemple qui est très clair. C'est l'exemple des autoroutes. Que s'est-il passé? Les autoroutes ont été développées pendant plus de 30 ans sur le réseau autoroutier français. Au nom du service public, au nom des territoires. Des investissements massifs avec toute l'ingénierie qu'il y a derrière. À partir du moment où les autoroutes sont mises sous concession, il se passe quoi? Il y a une captation immédiate des revenus de ce service directement pour les entreprises privées qui sont concessionnaires et pour leurs actionnaires. Et dans le même temps, socialement, pour les salariés des autoroutes, ça a été une réduction des personnels drastique. Là où il y avait 4 personnes, il fallait qu'il n'en reste plus qu'une. Et puis vous avez vu l'automatisation des péages qui sont arrivés très rapidement dans la question de la gestion des autoroutes. En 2009, le rapport du Sénat indiquait qu'il s'agissait pour les investisseurs privés d'un véritable jackpot. Et où est-ce que le public a pu profiter de cette privatisation? Nulle part. Les prix ont continué à augmenter, le service n'est pas meilleur, voire parfois il s'est dégradé. C'est en tout cas le dernier rapport qui est tombé sur la situation du niveau de la chaussée. Et donc on voit encore une fois qu'à chaque fois qu'il y a un intérêt privé qui prend en charge un service public, il ne le prend pas forcément en charge pour l'intérêt général, mais bien pour l'intérêt privé, puisqu'une entreprise privée, on ne peut pas l'en blâmer. Son objectif, c'est de s'enrichir, c'est de faire du fric. Ça, à la limite, ça la regarde. Sauf qu'un service public, son rôle, c'est de se mettre au service de la population. Nous avons donc ici une dynamique qui s'est mise en place. Et ce qui est important à comprendre, et ce que vous avez mis aussi à la fois dans vos doutes et les certitudes, c'est que la manière dont on va développer nos services publics, c'est exactement la manière dont eux les ont détruits, en se servant de l'Europe et de la technostructure européenne. Moi, je travaille depuis plus de 30 ans, et ça fait plus de 30 ans que j'entends des personnalités politiques qui nous expliquent, lorsqu'on est au pied du mur, et notamment dans les entreprises, et qu'on ne peut plus faire autrement, c'est l'Europe. Un peu comme si l'Europe prenait des décisions seule. Ce qui n'est pas le cas. La réalité de la construction européenne, depuis le début, ce sont des personnalités politiques, avec des pays forts comme la France qui sont fondateurs, qui prennent des décisions. Et les orientations qui sont données, ce sont des orientations libérales. Et elles ont été particulièrement dures depuis l'ère Sarkozy. Et notamment depuis le traité le traité de Rome II qui a été refusé par les Français.
On est donc bien dans une situation où on s'est servi d'une technostructure dans laquelle on a écrit un certain nombre de règles dont on n'a pas donné la possibilité à un Parlement de pouvoir s'y opposer, qui se sont imposées à l'ensemble des populations, et desquelles, une fois que ça se met en application dans les pays, on essaye de vous expliquer, ben c'est l'Europe. Eh bien non. C'est pour ça qu'on dit, nous, aujourd'hui, par exemple, sur cette élection du 26 mai prochain, que Emmanuel Macron incarne pleinement cette politique, car il s'agit bien de la politique de la France au niveau de l'Union européenne qui crée les phénomènes que l'on connaît aujourd'hui, particulièrement sur les services publics. C'est donc de cela dont on doit parler en réalité. C'est que si demain on monte mener un combat au niveau du Parlement européen, nous avons tous conscience que ce Parlement européen, et ça a été suffisamment dit dans vos doutes, il ne sera pas suffisant pour renverser la vapeur. Il nous permettra, plus on sera nombreux évidemment, d'avoir un poids à l'intérieur. D'avoir d'abord un poids sur les règlements qui y sont, pour agir sur diverses commissions, pour agir sur diverses décisions, mais il n'a pas suffisamment de poids d'initiative pour pouvoir contrer la Commission européenne, qui, elle, est dans la main du système. Néanmoins, ça nous donnera le poids pour construire des alliances qui sont puissantes avec d'autres pays, puisque si on se pose la question simplement, la France a développé ses services publics, l'Italie, l'Allemagne, l'ensemble des pays ont constitué leurs services publics. Au moins les premiers services publics, qui sont les services publics régaliens, la police, l'armée, la justice. Vous ne pouvez pas avancer sans cela. Et puis après, au travers de ça, un certain nombre de services publics. Qui a intérêt dans la population à voir l'ensemble de ces services publics remis en question au nom d'un dogme? Personne. Nous avons donc, nous, pris le pari, et c'est quelque chose qui a commencé à se mettre en place il y a déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, de construire des alliances avec les gens qui, comme nous, pensons que les populations aspirent à ce que les services publics créent ce lien. Et c'est de là dont nous allons partir quand nous allons investir le Parlement européen. C'est à la fois construire un groupe français, un groupe de Français qui soit fort, qui représente la France insoumise, avec nos intérêts, et essayer de créer une alliance puissante, comme on a pu commencer à le faire avec Podemos, avec le Bloco au Portugal, avec d'autres en Italie, je ne sais plus tous les noms exactement, mais voilà, Poter et Popolo, mais en tout cas de créer des alliances qui nous permettront de prendre de l'influence au cœur de ce Parlement européen, de faire redescendre ces structures européennes au niveau de la population ou de faire rentrer le peuple au Parlement, comme on le dit, puisque c'est ce que font généralement les 17 députés aujourd'hui qui sont à l'Assemblée nationale. Ils popularisent en fait la manière dont fonctionne l'Assemblée nationale, les décisions qui sont prises, la façon dont souvent on est confisqué de la démocratie, puisque la démocratie, ce n'est pas simplement des textes, c'est aussi une volonté commune. Quand vous avez un groupe majoritaire qui étouffe toute possibilité de pouvoir écrire seulement un amendement, on n'est plus dans une démocratie. On est dans une manière biaisée de présenter la démocratie. Exactement de la même manière, quand on a des élections après élections, des gens qui sont découragés d'aller voter, et d'autres qui se légitiment de vote avec des abstentions massives. Ce n'est pas l'image que l'on veut de la démocratie, et ce n'est pas une démocratie qui fonctionne bien. Donc on sort des critères principaux de la démocratie. Et c'est cela qu'il faut remettre en place. Ça veut dire que demain, des députés européens de la France insoumise vont avoir pour rôle de repopulariser ce qui se passe là-haut dans cette technostructure. D'expliquer que cette technostructure, elle fonctionne parce qu'il y a des Emmanuel Macron aujourd'hui partout. Et que ces gens-là, leur force, ils la tirent simplement du capital, de la finance. Mais ils ne la tirent pas de la légitimité des populations. Et ça a été très bien dit tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui l'a souligné, il y a en tout cas une table qui l'a souligné, sur le fait que dans les populations, un des doutes, c'était de dire comment on allait lutter contre la finance. Parce que ce qu'on nous vend depuis trop longtemps, c'est que la finance, finalement, elle a mis la main sur tout, et qu'on n'était plus capable de pouvoir faire face à elle. Mais c'est simplement parce qu'on vient de nous expliquer que l'homme ou la femme politique aujourd'hui dans un pays, c'était volontairement enlever les moyens de pouvoir agir. Il n'y a plus personne qui ose prendre une décision pour dire « ça, c'est pas bon ». Parce que derrière, vous avez le lobby qui arrive et qui présente ses propres règles en disant « mais si vous me bloquez, d'abord, vous faites une rupture économique avec les autres pays, et ensuite, vous me lésez, donc chez vous, je vais enlever 10 000 personnes, si je pèse 10 000 salariés, je vais commencer un plan de licenciement, je vous mets la pression, et derrière, on plie. » C'est ça la réalité de ce qui nous est présenté. Or, si demain, on remonte simplement avec une volonté
politique d'un pays qui est fondateur aujourd'hui au cœur de l'Union européenne, qui se donne comme principe fondamental d'établir des vraies relations avec les autres pays en tenant compte des aspirations populaires, il n'y a aucune raison qu'on soit obligé de plier devant cette finance. Parce que la finance, en réalité, quand on y regarde de plus près, c'est un tout petit groupe de personnes qui essayent de capter les richesses des autres. Il suffit demain d'avoir la volonté de s'unir pour mettre fin à ces fonctionnements pour qu'on y parvienne. Et c'est aussi simple que ça. Parce que le mot mondialisation, c'est un mot pour faire peur. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, ils construisent un fantasme. Le fantasme de ces échanges économiques qu'on ne pourrait plus arrêter. Et ça a commencé par Donald Trump qui a mis un petit frein à ce fantasme. Lorsqu'il s'est passé une crise avec l'Iran. Donald Trump a dit, du jour au lendemain, en remettant en cause un accord international avec l'Iran, il a dit à tous les pays qui commerçaient avec l'Iran, si vous restez en Iran, vous ne pourrez plus commercer en dollars dans le reste du monde. Ça veut dire qu'un seul homme a décidé pour l'ensemble de la communauté internationale, en biaisant l'ensemble des traités qui avaient été signés, c'est-à-dire en renonçant à des traités internationaux qui ont été signés, c'est très grave, si vous continuez, je vous ferme les robinets. Qui sont les entreprises qui sont parties en premier? Ben, toutes les entreprises qui commercent en dollars dans le monde entier, et chez nous pour les Français, il y a eu Total, il y a eu Peugeot, et il y en a d'autres encore. Ça veut dire qu'en réalité, ce type qui est un fou, hein, je veux dire, qui répond à des espèces de règles qui ne sont pas les nôtres, il a fait la démonstration que nous étions dans une forme de guerre économique, et que celui qui décidait de taper du poing sur la table, il était capable, à un moment donné, d'arrêter un processus. Donc lui, le danger qu'il a mis en place, c'est que le processus qu'il est en train d'arrêter, c'est un processus de paix. Donc c'est particulièrement inquiétant pour nous toutes et tous. Néanmoins, il a fait la démonstration que ce système mondialisé, il ne tient pas. Ou en tout cas, s'il tient, il tient uniquement sur un principe. C'est un rapport de force. Et si aujourd'hui, on considère que la France, en Europe, c'est un pays important, elle doit être alors capable de pouvoir imposer un rapport de force. Des alliances, un rapport de force. C'est ainsi qu'a toujours tourné le monde, et c'est la raison qui nous guide d'une certaine manière. Si nous sommes sûrs de la qualité de nos services publics, si nous sommes sûrs que l'harmonisation sociale et fiscale sont une obligation pour qu'on puisse sortir de cette Europe qui aujourd'hui est en train de faire crever des millions de personnes dans chaque pays. Bientôt, la norme européenne, ça va être qu'on aura tous au moins 12% de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Si on est sûr de se dire que les travailleurs détachés, c'est un danger, ce n'est pas de l'internationalisme ouvrier, c'est un danger pour nous tous et toutes, parce que ce sont des gens qui sont exploités, c'est une mise en esclavage. Si nous sommes d'accord pour dire qu'il y a aujourd'hui des paradis fiscaux qui remettent en cause l'ensemble des règles qu'on s'est dictées entre nous, au cœur même de l'Europe, et un des pays qui est le plus près de nous, c'est le Luxembourg, qui organise cette évasion fiscale, voire même l'évasion sociale des travailleurs détachés, ça veut dire que nous avons la capacité de mettre un frein à cette politique. Et donc du coup, quand on regarde la mise en application de ce système-là, eh bien on voit qu'on est sous le joug d'un glissement. La collègue infirmière tout à l'heure l'a dit, ben nous on est dans une situation qui est très compliquée, parce que d'abord on est réquisitionné, parce qu'évidemment dans le médical, les infirmières, les médecins, tous les gens qui ont une obligation d'être présents, parce qu'on ne peut pas dire à un malade, rentrez chez vous, il y a grève. La même chose pour les sapeurs-pompiers, ou en tout cas pour les corps d'État, qui sont importants pour la continuité de service public et pour éviter qu'il y ait le désordre. C'est valable aussi pour la police. Mais néanmoins, ce glissement qu'on a vu s'opérer, il s'opère progressivement. C'est-à-dire qu'en gros, les diverses politiques qui se sont succédées les unes après les autres, sous le vocable socialiste, LR, UMP, aujourd'hui macronisme, ils ont suivi exactement la même trajectoire. C'est une trajectoire d'obéissance passive et immédiate aux règles qui sont dictées aujourd'hui par la Commission européenne. La Commission européenne, aujourd'hui, vous avez un individu qui dicte la règle pour l'ensemble des peuples. Et ils en sont arrivés à un point de dire, et ça c'est Juncker qui le dit, c'est pour ça que nous on s'est mis en mode de combat, il n'y a pas de démocratie en dehors des traités européens. Et on s'est même rendu compte qu'ils vont plus loin que ça, ils biaisent la démocratie même à l'intérieur des traités européens.
On est donc aujourd'hui au cœur d'un étau qui s'appelle l'étau de l'Union européenne, dont on considère, nous, France Insoumise, en tant que citoyens, on considère qu'on est capable de défaire cet étau et qu'on y a tous intérêt. Et les premiers qui y ont intérêt, c'est l'ensemble des peuples. Autant les Polonais, les Norvégiens, les Français, les Espagnols. Parce qu'aujourd'hui, les Polonais, ils ont, par exemple, une problématique majeure, c'est qu'ils ont leurs bons salariés, plombiers, notamment, tout le monde connaît bien le plombier polonais, mais pas que, leurs bons salariés qui quittent la Pologne, viennent travailler dans toute la zone euro au nom du travail détaché, et pendant ce temps, la Pologne fait venir des salariés pour les remplacer qui arrivent de Corée du Nord. Donc si c'est ça le modèle européen, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on s'était donné comme standard au départ, de faire une Europe qui soit celle des peuples. Pour nous, on l'a vu, ça s'exprime à la fois pour les services publics. Moi qui suis dans le ferroviaire avec les copains, eh bien on s'en rend compte, dès le début 2020, la SNCF sera une société anonyme. Donc ce que j'expliquais tout à l'heure pour le TGV, eh bien, c'est un enterrement de première classe. Parce que ce qui a fait qu'on a pu développer, c'est qu'il y avait une coordination entre Alstom Industrie et la SNCF, qui avait une gestion industrielle complète de son réseau et qui pouvait mettre en œuvre un mode de fonctionnement qui permettait de pouvoir développer ce type de train. Aujourd'hui, c'est devenu extrêmement compliqué de faire rouler un train, puisque vous avez que des structures qui sont séparées les unes des autres et qui réagissent les unes contre les autres comme des sociétés. Parce qu'on leur demande de réagir de cette manière. Donc, dès début 2020, ce sera une société anonyme, le statut des cheminots disparaît. Alors là aussi, vous l'avez vu, hein, c'est exactement ce qui a été dit tout à l'heure. Comment on fait? Oui, on discrimine les gens. C'est-à-dire que comme dans le secteur privé, on en est conscient, il y a eu un écroulement des règles de droit. Il y a eu dans l'entreprise une pression énorme au nom des différents dogmes qui ont été cités et qui ont été donnés notamment. Et des dogmes qui sont aujourd'hui des dogmes européens. Il y a une telle souffrance dans le secteur privé, dans la petite et moyenne entreprise, il n'y a personne qui peut se lever demain en disant je tape du poing sur la table et je change la règle parce que comme il fait le patron, c'est pas bon. Parce qu'il travaille avec le patron et que le patron lui-même il lui montre les conditions dans lesquelles il se trouve et que de toute façon tout le monde fait corps. Et après, petit à petit, ceux qui hier, les fonctionnaires en particulier, n'étaient pas les bien payés, étaient des gens à qui on a toujours demandé la continuité de service, c'est-à-dire d'être présent quoi qu'il arrive, s'il y a un incident. On les a petit à petit montrés du doigt parce que ce qui n'était pas un statut très enviable il y a simplement 30 ans en arrière est devenu progressivement, au regard de l'écroulement qui s'est produit dans le monde du travail en général, un statut enviable. Et donc quoi de mieux pour ceux qui sont teneurs du pouvoir aujourd'hui que de démontrer des gens qui ont un statut enviable par rapport à celui qui peut même plus ouvrir la bouche dans sa boîte, qui est licencié manu militari, à qui on dit tous les jours mais si t'es pas content, la porte elle est ouverte. Si t'es pas content, tu t'en vas. Bon, aujourd'hui, ça, on l'entend très clairement dans les services publics de plus en plus. Si tu n'es pas content, tu peux partir. Mais cette pression du chômage de masse, des pertes de droits, a fait que ça a conduit, finalement, à essayer de discriminer ceux qui restaient, à qui on démontré les avantages. Les derniers en date, alors que depuis 1997, il y a une directive qui les attaque, EDF, le rapport de la Cour des comptes, a essayé de faire une démonstration que les salariés d'EDF, par exemple, avaient trop de privilèges. Et que c'était nous tous qui, lorsque nous payons notre facture d'électricité, eh ben on leur payait leurs privilèges. Par contre, le rapport de la Cour des comptes n'a rien mis sur plus de 100 milliards qui ont été versés en CICE sans contrepartie depuis ces 5 dernières années, n'a rien mis sur les cadeaux fiscaux qui sont faits sans contrepartie, n'indique rien sur l'évasion fiscale, n'indique rien sur l'optimisation fiscale, et là on parle en centaines de milliards. Là, elle ne dit rien. Par contre, le petit avantage de l'électricité gratuite ou presque gratuite à la maison pour celui dont sa vie est rythmée que par le métier de l'électricité, c'est un malaise, c'est un problème, il faut le défaire. Et c'est cette logique-là qui sous-tend le mode de fonctionnement dans les entreprises publiques, dans l'ensemble des grosses entreprises, la pression, la culpabilité et à la fin, la précarisation de ces corps professionnels, parce que c'est ça qui existe derrière. Et si je reviens par exemple sur ce qui va se passer demain à la SNCF et qui a commencé aujourd'hui, c'est qu'une fois qu'elle est société anonyme, une fois qu'elle est explosée en multi-société, elle se libéralise. Alors là, vous allez entendre dans votre oreille, il y en a qui vous disent « mais libéraliser, c'est pas privatiser ». C'est vrai. D'ailleurs, ça, c'est une question qu'il faut poser à nos frères et sœurs guadeloupéens. Ils le savent, ils ont libéralisé l'eau. C'est-à-dire que c'est bien un service public, la gestion. Sauf qu'ils ont mis une délégation de service public. Donc vous avez Veolia et tant d'autres qui sont venus
Et puis 15 ans après, quand ils ouvrent le robinet, il n'y a plus d'eau. Service public, ça marche. Et il n'y a plus d'eau, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'investissement. Et pourtant, quand on regarde ces 15 dernières années, il y a eu les dotations européennes, il y a eu les dotations des collectivités territoriales, il y a eu les dotations de l'État. Et pourtant, à chaque fois, toutes les heures, il y a 16 mètres cubes qui partent dans la nature, dans une des îles où il y a le plus d'eau. Donc les gens, ils craquent, ils ne comprennent pas. Ils disent, c'est public, ça ne marche pas. Et le délégataire, lui, il vient, il prend la rente. La rente, c'est quoi? C'est ce qu'on lui donne comme argent public, il le prend, il fait le minimum qu'il lui est demandé, mais surtout, il n'investit pas parce que derrière, il doit rendre des comptes, et notamment à ses actionnaires. Et le résultat, c'est que c'est le citoyen qui, lui, au bout du robinet, n'a plus le service. Et ça, c'est pas vieux, c'est actuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la décision qui a été prise au niveau de la France, c'est de dire, ah ben, on va réinvestir. Ben oui, on va réinvestir, on n'a que ça à faire. C'est-à-dire qu'en gros, on va remettre des fonds publics pour remettre ce réseau au bout du jour, parce que de toute façon, il n'y a pas d'autre solution. Quelle autre solution il peut y avoir que de remettre de l'argent public pour recréer un réseau public? Et pendant ce temps, on ne demande pas de compte à ceux qui ont conduit à cette situation. Et là, aujourd'hui, on vous enlève des gares, on vous enlève des milliers de kilomètres de lignes ferroviaires. Demain, celui qui va revenir et qui va dire, mais attendez, là, on est en pleine transition écologique. Le climat, il est en train de changer extrêmement vite. La jeunesse est en train de le crier partout aujourd'hui. Elle a raison de le faire. Parce que le climat, c'est l'écosystème, c'est juste le système où nous vivons, nous. Ça veut dire qu'on est interdépendants les uns des autres, avec le vivant, avec le végétal. Donc, quand on y réfléchit, on se dit, aujourd'hui, enlever des gares, fermer des services, supprimer des lignes ferroviaires, c'est peut-être une grosse bêtise que de faire ça. Peut-être qu'il faudrait au contraire le développer. Non. Non, 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 il y a eu un accord qui a été passé en 2017, dans le cadre de la casse ferroviaire, par M. Emmanuel Macron, qui déjà au préalable, lorsqu'il était avec M. Hollande, avait prévu de mettre en concurrence avec les trains les autocars, parce que tout le monde sait que les autocars, c'est pas polluant. Donc évidemment, on s'est retrouvé dans cette situation où on a aujourd'hui un rapport Spinetta qui est suivi en réalité à la lettre, où ce sont 9000 km de lignes qui vont disparaître, qui ont commencé à disparaître parce qu'on est passé de 29 000 à 27 000 km. On était à 42 000 km en 1950 de lignes ferroviaires. Là, nous sommes à 27 000. Si on suit la logique, normalement, on devrait rationaliser, selon leur logique à eux, à 18-19 000 km. Et j'étais l'autre jour du côté de Gap, au-dessus de Grenoble, pour défendre la ligne Grenoble-Gap. Et en fait, les gens, ils ne comprennent pas, parce qu'il y a les mots et il y a les faits. Les mots du macronisme, c'est « vous inquiétez pas, nous, on adore ça, le train. On adore le service public, c'est magnifique. » Et puis, dans le même temps, ils signent un accord dans lequel ils disent « vous portez vos investissements par rapport au nombre de trafic. Plus il y a du trafic, plus on investit. Moins il y a de trafic, moins on investit. » Donc, c'est un abandon pur et dur du service public. Donc, la ligne Grenoble-Gap, elle est indispensable, elle traverse la montagne, elle traverse trois départements. Elle est touristique, mais elle est aussi d'utilité publique pour les gens qui ont besoin de se rendre de Grenoble sur l'étoile de Veynes. Eh ouais, mais il n'y a pas assez de trains qui passent. Donc on suit la logique. Mais dans le même temps, on tient un autre discours. Et c'est ça qui est terrible aujourd'hui. C'est qu'ils tiennent un autre discours. Donc c'est ça qu'on veut faire demain au niveau du Parlement européen. C'est arriver, non pas en se disant qu'on va essayer d'être à l'écoute, qu'on va essayer de comprendre leur philosophie à tous ces gens. On va essayer de dire, ouais, comme dit aujourd'hui Europe Écologie Les Verts, pardon, avec Yannick Jadot, il faut une écologie de marché qui accompagne les lobbies. Eh oui, il le faut, parce que comment on fait s'ils ferment le robinet? Alors c'est eux qui sont devenus les patrons, c'est plus les peuples. Nous, on s'est battus depuis toujours pour que le peuple décide par le peuple et pour le peuple. Et puis aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent vous expliquer, ah non, mais le peuple est bête. Mais moi, je vous dis, le peuple, il n'est pas bête. Parce qu'aujourd'hui, le peuple, il est là, dans une petite partie, dans cette pièce, et il est capable de définir l'ensemble des axes qui peuvent nous permettre demain de sortir de ces situations. C'est du peuple que sort l'intelligence collective. C'est du peuple que sort la force de travail. C'est pas de la tête de cette tête d'œuf que sort la force de travail. Elle sort des mains des gens. C'est de là que vient la force de travail. C'est de cela dont nous sommes nourris. Et bien c'est cela que nous allons combattre demain au Parlement européen. Je vous remercie. Je voudrais vous dire qu'effectivement, Macron et sa clique
se présentent comme des intellectuels qui mettent en œuvre une politique très subtile. Je ne sais plus, l'un d'entre eux l'avait dit une fois. C'était trop subtil, on n'avait pas compris. C'était complexe. C'est la pensée complexe, voilà. Je pense qu'il faut déconstruire ces affirmations. Ça n'a rien de complexe. En 2 mots, c'est tout se vend, tout s'achète. Et alors, pour vous donner un exemple qui est vraiment topique, enfin, quand on en arrive là, c'est qu'on est capable de tout faire. Qu'est-ce qui a été vendu au privé? Je vous le donne en 1000. Alors, ce n'est pas les hôpitaux, tout ça. C'est l'exposé des motifs d'une loi. Qu'est-ce que c'est que l'exposé des motifs d'une loi? C'est tout ce qui est avant la loi elle-même, pour dire pourquoi on fait cette loi. Qu'est-ce qui nous a poussé à faire cette loi? Pourquoi on fait cette proposition ou ce projet de loi? Qu'est-ce qui est important? Enfin, c'est quelque chose d'extrêmement politique. Ça s'appelle l'exposé des motifs d'une loi. C'est avant, c'est le prologue, quoi. C'est l'introduction au projet de loi. Et bien alors, Macron, il a inventé, il l'a fait, de faire un appel d'offres pour confier la rédaction du prologue d'une loi à une entreprise privée. Et ça, si ce n'est pas la souveraineté populaire qui est confisquée et qui est vendue au privé, je ne sais pas ce que c'est. Donc voilà, donc je pense que ce monsieur est capable de tout, on le voit tous les jours, mais je pense qu'il peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. Et donc la destruction des services publics, c'est son plan, c'est le plan de l'Union européenne, et si on ne change pas de gouvernant, on va tout droit dans le mur, voilà. Donc pourquoi on supprime les services publics en Europe? Il y a 2 causes principalement. C'est la privatisation. Je reprends ce que vous avez dit, mais c'est juste pour faire une petite synthèse. La privatisation, le privé c'est mieux que le public. Bernard parlait des dogmes, c'est l'un des dogmes. Le privé c'est mieux que le public, donc on vend ce qui est public et on interdit. Alors la privatisation, ça se traduit par quoi? L'interdiction des aides d'État. Que fait l'Union européenne par rapport aux États membres et par rapport à la France? Elle surveille et elle impose des sanctions financières si ce n'est pas le cas. Elle surveille que les États ne donnent pas d'argent aux services publics. Elle surveille que la France ne donne pas d'argent aux entreprises qui font naviguer, vous savez, qui font la traversée Marseille-Corse. Voilà, il y a eu une affaire comme ça. La France avait subventionné une entreprise qui allait mal. C'était la SNCM. La SNCM. Et bien la commission a dit non mais ça va pas, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est le dogme de la concurrence libre et non faussée. Tout le monde est à égalité, tout le monde se débrouille par ses propres moyens, il y a plusieurs entreprises. Un État ne peut pas verser d'aide d'État à une entreprise, même si cette entreprise assure un service public, un service d'intérêt général. Et donc la France a dû verser des sanctions financières, une amende à l'Union européenne. Voilà, ça c'est le premier point. Donc privatisation, interdiction des aides d'État. Deuxième cause de la suppression des services publics, c'est la liberté d'installation et de circulation. On dit que la France, bon, elle est encore à peu près souveraine pour certaines choses, mais elle fait partie de l'Union européenne. Donc tous les États membres de l'Union européenne doivent pouvoir envoyer des entreprises vendre leurs services en France. Donc la France doit lever toutes les barrières aux activités des entreprises des autres pays de l'Union européenne. Je vous donne un exemple. Les pharmacies en France sont réglementées, les débits de tabac en France sont réglementés, les services de sécurité routière, quand on a perdu des points sur son permis, on doit passer des stages, refaire des stages de sécurité routière, etc. Tout ça, c'est réglementé. On ne doit pas avoir plus de temps de débit de tabac au kilomètre carré, on ne doit pas avoir plus de temps de pharmacie, etc. Bon. Ça, pour la Commission européenne, pour l'Union européenne, c'est mal. C'est mal. Toutes ces règles, c'est mal. Donc il faut lever toutes ces règles, il faut que les Polonais, les Allemands, les Espagnols, les Portugais, quiconque veut s'installer en France, installe sa pharmacie, son débit de tabac, son entreprise pour récupérer des points de permis, le plus facilement possible. Voilà. Tout se vend, tout s'achète, et le plus rapidement possible, sans contrôle de la puissance publique. C'est un autre dogme. Et puis, une troisième raison qui est accessoire,
qui explique aussi la disparition des services publics et le rôle de l'Union européenne dans la disparition des services publics en France, c'est le dogme de l'austérité budgétaire. L'éternel dogme de l'austérité budgétaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le déficit public ne doit pas dépasser 3% du PIB. Ça veut dire qu'il faut faire en sorte de dégager un excédent primaire du budget. Il faut baisser les dépenses publiques et comme on est avec des gouvernements qui n'aiment pas augmenter les impôts, surtout pour les riches, alors si on baisse les dépenses publiques, on baisse aussi les impôts. Ou bien plutôt, on baisse les impôts, donc on baisse encore plus les dépenses publiques pour ne pas faire de déficit. Donc austérité budgétaire, destruction des services publics, il faut bien les financer, vous l'avez dit plusieurs fois. Les hôpitaux, les écoles, etc., il faut bien trouver l'argent quelque part. Ben non. Austérité budgétaire, on détruit les services publics. Quelles sont les conséquences? Il y en a deux, tout aussi négatives l'une que l'autre. La première, c'est la hausse des prix. C'est mathématique. Pourquoi est-ce que les prix augmentent quand on privatise? Il y a deux raisons. La première, les entreprises sont en concurrence les unes avec les autres. L'entreprise prout, excusez-moi, ça c'est les exemples que je prends avec mes enfants, L'entreprise A peut vous expliquer qu'elle est meilleure que l'entreprise B. Pour ça, elle va faire de la publicité. Ça se paye, la publicité. Et les créatifs dans la publicité, ça se paye bien. J'en connais certains qui n'ont pas de mal à boucler leur fin de mois. Bon, l'entreprise B de même va dépenser beaucoup en marketing, en publicité, pour vous expliquer que son produit, qui est le même que l'entreprise A, est bien meilleur. Donc ça augmente tout ça. C'est répercuté dans le prix de vente. Ça augmente les prix. Voilà. Donc privatisation égale hausse des prix. Pourquoi la privatisation entraîne la hausse des prix? Deuxième raison, il y a des actionnaires. Est-ce qu'il y a des actionnaires dans le service public? Il n'y en a pas. Vous êtes actionnaire de quelque chose? On n'est pas actionnaire en tant que citoyen usager. Les actionnaires, ils demandent une rémunération. Donc cette rémunération, il faut bien la trouver quelque chose. On la trouve quelque part, on la trouve dans le prix de vente. Tout ça, ça conduit à une augmentation des prix. Donc on perd des services publics et on gagne quoi? Une hausse des prix. Qu'est-ce qu'on gagne également? J'en vois qui sont dubitatifs, mais c'est mathématique. On pourra en reparler à la pause. Enfin, à la fin de la conf. Le deuxième conséquence, c'est une dégradation de la qualité des services. Ça, Bernard l'a très bien expliqué. La ligne Grenoble-Gap, c'est ça? C'est ça, ouais. Voilà. On coupe les lignes les moins rentables. Pourquoi s'embêter à desservir des endroits où les gens ne payent pas? Où il n'y a pas assez de gens? Où on envoie des trains, mais finalement, c'est pas rentable. Que demandent les actionnaires? La rentabilité. Bon, bah voilà, on coupe, c'est simple. Les hôpitaux, les cliniques privées, quelle est la différence entre un hôpital public et une clinique privée? L'hôpital public, il reçoit des usagers, des patients. Vous êtes déjà fait refouler? Non. Non, jamais, ça n'existe pas. Une clinique privée, elle va vous dire « Ah, oui, c'est très intéressant ce que vous avez là. Non, bah non, ça ne va pas me rapporter assez. Allez plutôt voir l'hôpital public. La clinique privée, elle a le droit de ne pas recevoir tout le monde. Elle n'assure pas un service d'intérêt général. Ce n'est pas un service public. Elle veut faire du fric. Comme toutes les entreprises privées. C'est leur rôle dans la société. Faire de l'argent. Voilà. Un hôpital public, ce n'est pas son rôle. Donc, il va vous recevoir. Donc, si on a essentiellement un service de santé qui fonctionne avec des cliniques privées, on va se retrouver à un moment donné où on ne pourra plus se faire soigner quand on aura certaines pathologies. Parce que ce sera refusé par les cliniques privées. Voilà. Et ça commence déjà. Bah oui, non, mais on est déjà avec un pied dans le cauchemar, en fait. Hein, donc, tout ça, c'est pas de la science-fiction, on est bien d'accord. Hein. Et alors, on parlait tout à l'heure de démocratie et d'absence de démocratie. Ça va très très loin. Il y a une directive. Directive, c'est le nom pour loi en européen. Voilà. Il y a une directive qui existe, qui est la directive service, qui date de 2006. Elle est en train d'être révisée. Et comment va-t-elle être révisée? Elle règle la libéralisation et la libre circulation, libre prestation des services, etc. De quelle manière va-t-elle être changée? La Commission va obtenir un droit de veto sur toutes les règles qui concernent les services publics, y compris les règles décidées au niveau local. En pratique, vous connaissez Airbnb, la plateforme voilà, pour louer des appartements
il y a un certain nombre de villes qui se sont rendues compte que les centres-villes se vidaient parce que les propriétaires, y compris Arles apparemment, les centres-villes se vidaient parce que les propriétaires, donc vous connaissez bien le problème, préféraient mettre en location leur appart ou leur maison sur Airbnb plutôt que de faire des locations de longue durée classiques pour les gens qui ont besoin d'un appart, quoi. Donc il y a des villes qui ont décidé de limiter à 2 mois ou 3 mois par an la durée maximum pendant laquelle on peut mettre en location son bien sur Airbnb. Avec la nouvelle version de la directive, là, ce sera plus possible. Parce qu'une ville qui veut faire ça, elle envoie sa délibération du conseil municipal avant de l'adopter, elle l'envoie à la Commission européenne, qui vérifie si la délibération est compatible avec les règles qui régissent les services publics au niveau européen. Et si la Commission considère que c'est contraire, elle peut dire, par exemple, au conseil municipal de la ville d'Arles, bah non, c'était une bonne idée, mais non, ça va pas être possible. Voilà, ça s'appelle un droit de veto de la Commission européenne sur les délibérations des conseils municipaux en ce qui concerne les services publics. Donc ça va très très loin. Et que propose la France insoumise? Vous connaissez le programme comme moi, reprendre la main sur les services publics, autoriser les entreprises d'État, refuser la privatisation des aéroports de Paris, et puis en finir avec le dogme de l'austérité budgétaire, qui a des conséquences, pareil, c'est retour vers le futur en fait. Ces situations d'État qui sont empêchées de dépenser pour les citoyens, on les connaît sur la moitié de la planète. Tous les États d'Afrique qui ont vécu ce qu'on appelle des plans d'ajustement structurel imposés par le FMI et la Banque mondiale sont dans l'état où va se retrouver la France dans quelques années, quand elle n'aura plus le droit de dépenser 1 centime sur ses citoyens. Voilà. La Grèce, évidemment, plus proche de nous, la Grèce. C'est exactement les mêmes recettes qui ont été imposées en Afrique, avec les résultats qu'on connaît. Les Africains se portaient mieux il y a 50 ans qu'aujourd'hui. Et à cause de qui? À cause de nous, qui agissons à travers la Banque mondiale et le FMI. Les mêmes recettes ont été imposées à la Grèce, et maintenant les mêmes recettes sont imposées en France et dans les autres pays d'Union européenne. Voilà. Donc effectivement, on a besoin que les gens se mobilisent pour l'élection du 26 mai. Alors vous êtes mobilisés. Il faut mobiliser l'électorat de la France insoumise, l'électorat de gauche au sens large, pour leur faire comprendre que la situation est extrêmement critique et que les députés européens auront un pouvoir à Bruxelles pour mettre un petit grain de sable dans la machine et faire en sorte qu'on ne se retrouve pas retour vers le futur, comme les Grecs ou les Africains. Voilà.